Bonjour les amis, les personnes au comportement pervers narcissique vivent dans le conflit. C'est leur élément. Quand un conflit va vous vider, eux ils s'en nourrissent et ça semble les stimuler. Si un pervers narcissique vous a pris pour cible principale, ça signifie qu'il vous a dans le viseur. Et que plus les semaines passent, plus la relation avec cette personne vous détruit à petit feu. Vous avez l'impression de vivre constamment dans un climat de drame. Et je pense que ce genre de relation dans la vie, ça va pas du tout. Et qu'on ne mérite pas de vivre une relation de ce type qui engendre chez nous des pensées obsessionnelles de souffrance comme ça tous les jours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que cela signifie que d'être pris pour cible par une personne au comportement pervers narcissique. Quels sont ces cycles? Car oui, il y a des cycles dans ce cas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir? Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode attentif, ou de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien pour optimiser votre temps. C'est parti les amis, on y va. Dans un premier temps, voyons ce que c'est que d'être pris pour cible par un pervers narcissique pour que vous puissiez vous reconnaître dans la description si c'est le cas pour vous. Quand un pervers narcissique vous prend pour cible, cela signifie qu'il vous prend pour son adversaire principal. Ça signifie aussi qu'il veut petit à petit établir son emprise sur vous et vous détruire. Donc il décide qu'il va lutter contre vous, qu'il va jeter son dévolu sur vous et qu'il veut vous détruire. À la fois, cette lutte semble l'énerver et l'exaspérer. On dirait qu'il en a marre de devoir vous affronter, qu'il en a marre de vous, qu'il est vraiment très en colère, très énervé contre vous, assez régulièrement. Mais en même temps, il est tout seul à l'origine de sa colère, personne ne lui demande de continuer à entretenir ses mauvais sentiments à votre égard, de faire la guerre contre vous. C'est la personne qui semble le plus exaspérée de la situation, mais pourtant c'est la seule personne qui est à l'origine du conflit qui est entre vous. C'est quelqu'un qui établit une relation avec vous qui vous détruit psychologiquement, donc plus les semaines et les mois avancent, plus la relation de pervers narcissique vous a pris pour cible principale, va vous détruire psychologiquement, vous avez des conflits récents avec cette personne, et des conflits récurrents, et chaque conflit vous fait une réaction corporelle forte, c'est-à-dire qu'au moment où le conflit se déclenche, où il commence à vous crier dessus, où il commence à vous reprocher des choses, en fait vous sentez qu'il y a une réaction dans votre corps, dans votre organisme. C'est-à-dire que vous pouvez sentir une sorte d'effondrement intérieur, je sais pas comment dire ça, mais vous sentez quelque chose de bizarre en vous, comme une boule au ventre, comme le cœur qui se serre, la gorge qui se noue, comme la sensation d'être absent de la situation, mais pourtant vous y êtes présent en même temps, enfin, il peut y avoir des sensations corporelles qui sont différentes pour chacun, mais qui vous font à chaque fois un sentiment de blocage, de fermeture, de danger, de vide ou de malaise. Vous appréhendez de côtoyer cette personne et vous avez aussi des symptômes physiques de peur à l'idée de la côtoyer. Donc vous pouvez faire des crises d'angoisse avant de voir la personne, vous pouvez avoir le cœur qui se ferme, du mal à la respirer quand vous savez que vous allez le voir. Donc ce que je vous ai dit avant, c'était les souffrances que vous pouvez avoir en cas de conflit, si vous êtes confronté à cette personne qui fait un conflit contre vous, mais même avant de le voir ou de la voir, vous appréhendez la situation. Vous avez peur à l'idée de revoir cette personne, donc c'est quelque chose qui vous laisse pas tranquille. C'est pas une relation qui vous laisse indifférent, c'est une relation à laquelle vous pensez beaucoup, et vous avez peur de ce qui va se passer, vous vous sentez impuissant à l'éviter. Donc ça c'était dans les grandes lignes. Qu'est-ce que ça signifie quand un pervers narcissique vous prend pour cible? Mais maintenant, voyons comment le pervers narcissique fonctionne lorsqu'il vous prend pour cible. En gros, quels sont ses cycles? Vous allez pouvoir comprendre et décoder son comportement et y voir plus clair. Si vous comprenez le schéma que je vais vous donner et que vous avez une vision d'ensemble dessus, comme je vais vous la transmettre, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer. Vous pouvez voir les issues de votre situation. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être notifié des prochaines vidéos que je fais d'aide face aux relations toxiques ou de relations d'emprise. Sur ce, les amis, allons-y. Comment le pervers narcissique fonctionne lorsqu'il vous prend pour cible? Quels sont ses cycles? C'est comme ça que vous pouvez identifier vraiment que vous êtes pris pour cible par un pervers narcissique et que vous ne vous faites pas des films. Parce que je sais que dans ce genre de situation, il est possible qu'on doute et qu'on se dise peut-être que c'est moi qui en fais trop, peut-être que c'est pas si terrible que ça. Ensuite, vous êtes de nouveau confronté à la situation et vous souffrez, mais ensuite vous vous remettez en question. Donc le but, c'est qu'au moins vous soyez sûr de ce que vous vivez, que vous n'en doutiez plus. Alors, la première étape de son cycle, c'est un comportement nuisible. Donc il vous dénigre, il vous fait des reproches infondés, il vous rabaisse, il fait du mal dans votre dos, il fait des sales coups devant vos supérieurs hiérarchiques, enfin, il a un comportement qui est moralement incorrect, qui n'est pas très sain à votre égard. Ensuite, vous ne dites rien. La deuxième étape, c'est qu'il va continuer son comportement jusqu'à ce que vous décidiez de lui parler.
de vous rebeller, parce que ça lui plaît de vous faire souffrir. Il vous a pris pour souffre-douleur, visiblement. La troisième étape, c'est que vous essayez d'entamer une discussion avec lui pour que ça change. Donc vous prenez votre courage à deux mains, quelque chose en vous vous dit que ça risque de mal se passer, mais vous osez parler à la personne. Vous entamez la discussion pour que ça change. La quatrième étape, c'est pendant la discussion, il va s'indigner et vous dire qu'il agit comme ça de votre faute. Que s'il vous a traité ainsi, c'est parce que vous l'y avez poussé, que c'est vous qui êtes responsable parce que vous avez mal fait telle autre chose. Ou bien, comme vous n'êtes pas du tout en tort dans la situation, il va vous reprocher quelque chose du passé. Par exemple, si c'est votre conjoint, et que c'est pas sur le lieu du travail, mais que c'est votre conjoint qui vous traite mal, et vous allez lui dire, tu sais, j'aime pas quand tu me rabaisses devant nos amis, je suis pas à l'aise avec ça, j'aimerais que tu ne le fasses plus, au lieu de vous dire, ah oui, bon, bah, c'est vrai, je t'ai rabaissé, c'est pas cool, bah, je vais faire un effort pour arrêter, si jamais je continue, bah, dis-le-moi, fais-le-moi remarquer, et on va régler ça ensemble. Bah, il va peut-être s'indigner, et vous dire, mais comment oses-tu de me reprocher de te rabaisser, alors que c'est de la plaisanterie, tu n'as pas d'humour. Ou bien, il va vous dire que si il vous a rabaissé, c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à pas le mettre hors de lui, vous n'aviez qu'à pas être rabaissable. Bah oui, il n'a fait que réagir après tout. Enfin, c'est le discours qui peut tenir, hein, c'est pas mon avis, que ça soit clair. Hein. Ou bien il va vous reprocher quelque chose du passé. Vous allez lui dire, est-ce que tu peux arrêter de me rabaisser en public? Et il va vous dire, oui, mais toi, il y a 6 mois, tu avais fait ça, et je m'en suis toujours pas remis, et puis tu as osé. Il change de sujet encore une fois, il reste pas centré sur le sujet. C'est vraiment des anguilles au niveau de la communication, ces gens-là. Ou bien il va vous critiquer sur votre langage. Si vous lui dites quelque chose du style « Oh, j'aime pas comment tu me parles devant les amis, ça me fout la honte », il va dire « Tu dis ça me fout la honte, pourquoi t'emploies ce langage? Ça me fout la honte, c'est vulgaire, c'est pas joli dans ta bouche ce genre de mots. » Et hop, changement de sujet. Dans tous les cas, il va pas assumer la discussion, il va pas reconnaître ses torts, il va pas vous écouter, et il va pas mettre en place un changement. Il va employer une des stratégies de communication précitées. J'ai dit un bon mot, hein. Et oui les amis, je suis écrivain, hein, ne l'oublions pas. J'ai écrit 4 livres, et il y a le 5e, j'ai peut-être trouvé un éditeur pour mon autobiographie. Ça arrive tout doucement. Petite parenthèse. La 5e étape, c'est qu'il vous punit de l'avoir remis en question. Eh ben oui les amis, vous avez osé le remettre en question, donc il va vous punir, il va se mettre en colère, bouder, vous faire des crasses et se venger auprès de la hiérarchie si vous êtes au travail. Il va peut-être faire de la violence physique, il va peut-être vous infliger la punition par le silence pendant plusieurs jours, et même si vous habitez sous le même toit, ce qui est extrêmement lourd à vivre, émotionnellement parlant. Et l'étape suivante, c'est votre réaction à vous, c'est la 6e étape. Soit vous vous soumettez et vous lui demandez pardon d'avoir osé lui demander d'arrêter de vous faire du mal, ou bien vous prenez vos distances pour ne plus le subir. Et ensuite, on passe à l'étape 7. Dans le cas où vous vous soumettez et lui demandez pardon d'avoir osé lui demander d'arrêter de vous faire du mal, eh bien il va vous punir d'avoir osé, et une fois qu'il vous aura puni, il va continuer à se comporter comme avant. Le cycle recommence, mais en un peu plus intense, parce que maintenant il sait que si il vous fait du mal, et qu'il s'énerve quand vous lui demandez d'arrêter, en fait vous vous soumettez, et donc il peut continuer, et il se donne encore plus de droit en fait de vous faire du mal. Donc le cycle, dans le premier cas, c'est il vous traite pas bien, vous subissez jusqu'au jour où vous allez lui parler, il s'indigne, vous vous excusez, il continue plus fort. Après, il y avait un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est au lieu de vous soumettre et de lui demander pardon, à ce moment-là, vous décidez de ne pas vous exposer à sa colère. Donc par exemple, le conjoint qui vous traite mal, vous lui demandez d'arrêter, il s'énerve, il commence à lancer des objets contre les murs ou ce genre de trucs. À ce moment, vous vous dites non mais il est complètement cinglé, moi je me casse, je reste pas ici, je me tire en fait. Donc il veut vous rattraper, il veut vous harceler pour vous reprendre, vous appelez la police il le dégage de chez vous. Et à ce moment-là, en fait, jusqu'où ça va aussi loin que vous êtes capable de prendre des mesures pour vous protéger. Parce qu'à ce moment-là, il va vouloir se venger, parce que vous n'avez pas subi ce qu'il a voulu vous faire subir, et que vous ne vous êtes pas excusé de ne pas avoir voulu subir, et que vous vous êtes protégé de ses hurlements. Donc, il estime que vous lui avez commis un préjudice, et qu'il veut se venger de ce préjudice parce que vous ne vous êtes pas soumis. Enfin, c'est complètement ubuesque comme logique, hein, les amis. Ubuesque, deuxième mot sympa au compteur. Je les ai pas prévus dans mon script. Hein. Mais du coup, les amis, c'est complètement absurde. C'est pour ça que je le dis sur cette ère-là. Je me rends compte de l'absurdité, de la folie de ce raisonnement. Donc, si vous faites pas ça, et que vous ne vous soumettez pas, il va essayer de taper de plus en plus fort pour vous soumettre et pour vous ramener auprès de lui, pour établir de nouveau son emprise sur vous.
Mais vous avez le choix. Soit au bout d'un moment, il vous a à l'usure et vous revenez, soit au bout d'un moment, il en fait trop et vous n'avez pas envie de vous soumettre, alors vous demandez une aide extérieure, peut-être l'aide de vos parents qui peuvent vous soutenir, lui dire de plus venir, peut-être l'aide de vos amis qui peuvent vous soutenir, peut-être l'aide de la police qui peuvent le dégager, peut-être l'aide de la fonction blocage de votre téléphone qui peut le rayer de tous vos réseaux sociaux. Voilà les amis, donc maintenant je vais vous dire que faire selon le cas pour sortir de ce cycle, parce que des fois vous n'avez pas forcément envie de le bloquer et de le bannir radicalement, des fois c'est compliqué, vous avez peur du drame familial, des fois il y a des enfants en commun, des fois vous travaillez avec cette personne et vous voulez pas forcément démissionner. Donc que faire en fait? Parce que comprenez bien que dans cette vidéo, le sujet que j'aborde, c'est un vrai sujet. Le fait de le pervers narcissique vous prend pour cible. Je fais pas des vidéos avec des sujets factices où je recycle le même contenu juste pour faire des vues, comme les conseils de Stan sur la chaîne de Damien, si on peut dire ça. Mais du coup, les amis, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai sujet dans l'ensemble, dans le sens où le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vivre dans le conflit, dans la manipulation permanente, mais par contre, il va sélectionner régulièrement une ou deux cibles principales dans sa vie. Et donc c'est la personne qu'il va harceler, la personne à laquelle il va faire le plus de mal. Cette personne, c'est soit son conjoint ou son enfant, et s'il y a plusieurs enfants, il y a un enfant qui va être le bouc émissaire du pervers narcissique, le bouc émissaire principal, il y en aura un, voire deux dans une famille très très nombreuse, mais sinon il n'y en a qu'un. La plupart du temps, en tout cas, c'est logique, hein. Si les boucs émissaires sont plusieurs, en fait ils peuvent se serrer les coudes. Si le bouc émissaire est tout seul, il est tout seul, hein. Et l'union fait la force, comme on dit. Mais dans le monde du travail, le pervers narcissique il peut avoir une cible dans le privé, par exemple sa femme, on va dire, ou son mari, ou peu importe, et une cible dans le monde du travail. Et donc ça va être l'employé de sa boîte qu'il veut détruire. Et pourquoi est-ce qu'il prend une personne pour cible? Déjà, c'est des personnes intelligentes, des personnes qui voient clair dans son jeu et qui ne tolèrent pas l'injustice, qui vont pas le laisser faire ses méfaits. Et donc dans ce cas, il démarre une confrontation et vous voit comme un adversaire. Les personnes qu'il va prendre pour cible, c'est aussi des personnes intelligentes et des personnes qui ont plein de ressources. Tout simplement parce que c'est comme un chat. Un chat, il s'amuse avec la proie tant qu'elle est vivante. Il va pas tuer la souris directement la plupart du temps. Il va la laisser vivre, avoir des crises cardiaques, essayer de fuir. Il va l'attraper, la ramener. Il va pas la tuer tout le temps. Il s'amuse de la torture de l'animal. Après, c'est dans son instinct, c'est pas la même chose. Je fais passer pour critiquer les chats, j'aime bien les chats, mais voilà. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il veut se débattre. Il veut un adversaire avec lequel il peut jouer. Il veut le ranimer. Et c'est comme dans les films de torture sadique, par exemple, je crois le film d'horreur Grotesque, où il y a un malade qui torture des gens, et ensuite, il les rétablit. Ah oui, il va pas les tuer, en fait. Il les rétablit, il les soigne, et quand ils sont soignés, eh ben, il les retorture. Il continue des cycles comme ça. Du coup, les amis, que faire pour sortir de ces cycles, pour sortir de son viseur, d'être la cible principale? Alors, avant de vous donner mes conseils dessus, je tiens à vous dire que si vous souhaitez aller plus loin dans comment rompre avec un pervers narcissique, comment sortir totalement d'une relation d'emprise avec ce genre d'individu, j'ai mis un programme de coaching en ligne pour ça. C'est un programme en vidéo qui sont déjà uploadés sur mon site. Il y a 50 vidéos, 10 heures de vidéos réparties en 50 vidéos. Et dans ce programme, on va se concentrer sur plein de points, sur tous les différents freins à la rupture, la dépendance affective, la culpabilité, la peur des représailles et plein d'autres. Et aussi sur comment rompre, que dire, que faire, comment amorcer la rupture selon le cas, et comment retrouver votre paix intérieure et extérieure, surtout après la rupture. C'est un programme qui ne se concentre pas sur tout le travail de reconstruction après, mais sur, immédiatement après la rupture, comment faire cesser le harcèlement et comment vous stabiliser intérieurement juste après. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien pour accéder à ce programme dans la description de cette vidéo. Il est très bien fait, je me suis beaucoup appliqué dessus et j'ai juste des bons retours des personnes qui l'ont suivi. Donc les amis, voyons concrètement maintenant que faire pour sortir de son viseur si vous êtes sa cible principale. Alors ça dépend. Si vous êtes une cible légère ou une cible lourde. Une cible légère, ce que j'appelle une cible légère, c'est qu'il va essayer de vous détruire, de vous faire du mal, mais c'est pas trop lourd. Ok, psychologiquement ça peut être lourd pour vous, mais c'est pas la même chose que si vous avez un enfant avec lui et qu'il fait tout pour vous détruire jour et nuit chaque jour, d'accord? La cible légère, c'est peut-être un collègue qui va vous chercher des noises, qui va essayer de vous saboter un peu devant les chefs. C'est peut-être un parent ou un oncle qui cherche la confrontation quand vous le voyez au repas de famille et qui ment un peu sur votre dos. Mais la proportion de ce qu'il va vous faire, c'est pas omniprésent.
Ça ne vous empêche pas non plus de vivre, en fait. Ça dépend comment vous le vivez. Ça dépend de l'intensité de sa violence, vous voyez. Alors, comment faire pour sortir de son viseur si vous êtes une cible légère, dans un premier temps, après on verra cible lourde. Bah pour moi, clairement, il faut jouer au teubé. Voilà. Vous lui faites des compliments, vous faites semblant de ne pas comprendre qu'il est en train de vous faire du mal, vous lui dites même merci quand il le fait, et vous lui faites croire que vous êtes stupide. Ça marche très bien en fait. Vous n'êtes pas stupide, hein, bien sûr, justement, sinon vous n'auriez pas joué au teubé. Mais l'idée c'est de lui faire croire que vous êtes inférieur, que vous pensez qu'il est supérieur à vous. N'hésitez pas à lui dire, hein, de toute façon, bah, ça tu le sais mieux que moi. Hein. Moi, tu sais, je galère, hein. Je suis pas très doué là-dedans. Vous pouvez dire des phrases comme ça. Vous pouvez lui demander des conseils assez souvent. Ça marche bien. Comme ça, il va vous donner des conseils foireux, hein, ne les appliquez jamais, voilà. Mais vous pouvez lui donner des conseils. Par exemple, tu sais, moi je sais que tu as de l'expérience là-dedans, ça se voit, tu as beaucoup vécu dans la vie et tout. Est-ce que tu peux me conseiller là-dessus parce que je suis vraiment en galère? Il va vous donner des conseils de merde, et ensuite vous lui faites croire que vous avez appliqué ces conseils et qu'il y a des résultats un peu foireux qui sont arrivés dans votre vie, mais que vous comprenez pas pourquoi, et que vous vous dites que c'est de votre faute parce que vous les avez mal appliqués. Bien sûr, c'est n'importe quoi, hein, on est d'accord. Mais ça lui permettra de croire que vous êtes quelqu'un de stupide. Et si vous êtes quelqu'un de stupide, qui s'estime comme étant inférieur et déjà vaincu avant même de commencer, il va avoir moins d'intérêt à vous détruire. Voilà, tout simplement. Après, ça marche pas forcément toujours. Donc si ça marche pas toujours, c'est qu'il vous prend pour une cible lourde. Mais si vous pensez que ça peut marcher, et pas juste en une fois, hein, c'est un truc à faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, pour que petit à petit, ils finissent par le croire. Il faut que vous soyez constant là-dedans, pas juste un jour. Il faut que vous soyez constant pour être crédible, les amis. Ensuite, que faire si vous êtes cible lourde? Donc si vous êtes vraiment sa victime, son bouc émissaire qui vous détruit psychologiquement, qui a une emprise instaurée, que c'est du costaud, que c'est du sérieux, hein, qu'on rigole pas avec ça. Donc là, ça va plus être si vous êtes son partenaire de couple, si vous êtes son enfant directement, si vous êtes son parent au pervers narcissique et que vous n'êtes pas pervers narcissique vous-même, parce qu'on n'en parle pas assez de ce cas, hein, des parents sains qui ont un enfant pervers narcissique, ou si c'est quelqu'un au travail qui veut vous détruire. Alors que faire? Premièrement, la première option, c'est d'essayer de basculer sur un ciblage léger en s'extrayant petit à petit. Donc en essayant de ne plus... Bon, en gros, bannissez la personne, hein. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, bannir la personne, couper les ponts. De toute façon, c'est des personnes qui veulent rien de bien pour vous, et toute interaction est toxique, donc voilà. Mais si vous n'avez pas envie de le bannir, bah essayez de basculer sur un ciblage léger en complimentant, en lui faisant croire que vous êtes bête, en répondant de moins en moins à ses manipulations, en lui faisant croire que vous êtes dépressif, que vous êtes anéanti, que c'est pas à cause de lui, mais que vous êtes dans un état tel que vous ne pouvez plus le voir, enfin... Ce genre de bail, des fois ça marche mieux. Ou sinon, option 2, sortir de la ligne de mire, fuir, le bannir, parler à la direction si c'est votre travail, lui expliquer concrètement ce qu'il fait. Juste si vous avez un collègue pervers narcissique, ça sert à rien de dire à la direction c'est un pervers narcissique, souvent ils savent pas ce que c'est. Donnez plutôt des faits, expliquez ce qu'il fait, ce qu'il dit. Voilà, contentez-vous d'énumérer des faits pour qu'ils déduisent eux-mêmes que son comportement n'est pas sain. Et si la direction ne fait rien, et que le système en lui-même est gangréné, changez de travail. Voilà mes conseils les amis. Après vous en faites ce que vous voulez, les conseils, vous les prenez ou vous les jetez. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit aidant pour vous, mais après prenez ce qui fait sens pour vous. Voilà, si vous souhaitez avoir mon accompagnement plus poussé pour rompre dans une relation toxique, il y a le programme de coaching en question, le lien est dans la description. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive et plein de force. Au revoir les amis.